La pluie froide ne faisait pas que tremper la laine élimée de sa tunique. Elle ressemblait à un millier de minuscules aiguilles traçant la carte des cicatrices sur sa peau. Chaque goutte portait le goût amer du marché, la saveur aigre et piquante des oranges pourries, et l'odeur lourde et métallique du pavé mouillé. L'estomac de Paloma se noua d'une terreur pure et absolue, non pas à cause de la pluie, mais à cause du nuage dense et suffocant d'émotions qui tourbillonnait autour d'elle. L'avidité du boucher était un film gras et écœurant dans sa gorge. Le pouls frénétique du pickpocket résonnait derrière ses oreilles comme un tambour. Elle sentait le marché bien avant de le voir. Une bête vivante et palpitante de désespoir, qu'elle devait naviguer le regard baissé. Sa peau la démangeait avec l'électricité statique de milliers d'âmes étrangères, un poids putride qu'elle portait chaque jour, lui donnant l'impression de se noyer dans une mer de sentiments qui ne lui appartenaient pas. Si vous pouvez sentir le poids de ces ombres presser votre poitrine et le mystère d'un destin perdu vous appeler, alors votre place est ici avec nous. Rejoignez notre meute en vous abonnant maintenant et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette légende, afin que nous puissions affronter ensemble la tempête qui s'annonce. Quelques minutes avant que le monde ne bascule sur son axe, Paloma n'était qu'un autre fantôme sur le marché central. À 22 ans, elle maîtrisait l'art de n'être rien. Elle se déplaçait dans la foule comme une onde dans un étang sombre, inaperçue et intacte. 13 années s'étaient écoulées depuis que le monde avait pris fin pour la lignée des Montemayor. Bien que la jeune femme ne se souvînt ni du trône ni de la soie, elle ne connaissait que la douleur creuse dans ses os et l'étrange bourdonnement électrique qui vivait dans son sang. Elle vivait dans les fissures de la ville, une ombre parmi les ombres. Son épaule gauche, cachée sous des couches de crasse et de tissu, portait la marque en croissant de lune qui ressemblait à un charbon ardent chaque fois qu'elle percevait un danger. Pour elle, c'était une malédiction, le signe qu'elle était une erreur des dieux, destinée à ressentir la douleur du monde sans en faire partie. Elle survivait en glanant les restes d'émotions, trouvant les rares moments de bonté pour se soutenir tout en évitant les arêtes vives de la cruauté des gardes. L'atmosphère du marché ressemblait habituellement à un marais stagnant de misère, mais aujourd'hui, quelque chose était différent. L'air se mit à vibrer, à une fréquence qu'elle n'avait jamais rencontrée. Ce n'était pas le bruit sourd des pas humains, c'était le pouls rythmé et lourd de quelque chose d'ancien et de puissant. L'odeur de pluie et d'agrumes pourris fut soudainement submergée par un parfum qui fit hurler ses instincts animaux. C'était l'odeur du cèdre, du vieux parchemin et de l'ozone qui précède une tempête dévastatrice. Son instinct se révulsa, une alarme interne sonnant à la base de son crâne. Elle sentit une présence qui non seulement occupait l'espace, mais le commandait. Une montagne d'acier trempé et de deuil qui approchait à chaque seconde. Emiliano Vasquez marchait dans la saleté, comme si la boue avait peur de toucher ses bottes. Avec plus de 2 mètres de haut, le souverain était une figure d'une majesté terrifiante. Ses yeux, de la couleur de l'or en fusion, ne se contentèrent pas de voir la foule. Il la scannait avec la précision létale d'un prédateur, cherchant une pièce manquante de sa propre âme. Depuis 13 ans, le roi vivait avec une pourriture physique dans la poitrine, une arête irrégulière de culpabilité qu'aucune couronne ni victoire ne pouvait adoucir. Il était hanté par le souvenir d'une fillette qu'il n'avait pas pu protéger pendant la sanglante révolution Montemayor. Chaque respiration qu'il prenait était un rappel de son échec, une dette d'honneur qui avait consumé sa jeunesse et transformé son cœur en une forteresse d'obsidienne. Flanqué de 2 énormes loups noirs dont les grognements se ressentaient dans la moelle de tous ceux qui se trouvaient à proximité, il se déplaçait avec une grâce prédatrice qui glaçait l'air. Paloma sentit son énergie avant de voir son visage. C'était une force dominante et alpha qui menaçait de noyer ses sens fragiles. Son intuition, habituellement un murmure, était maintenant un rugissement assourdissant de « fuis ». Elle était déjà nerveuse, ayant passé la matinée à éviter une fausse accusation de vol. Elle avait seulement tenté de rendre une pièce qu'un marchand avait laissé tomber. Mais dans ce monde, l'honnêteté d'une mendiante était toujours confondue avec un crime. En tournant au coin d'un étal d'agrumes, ses pieds glissèrent sur une plaque d'écorce fermentées et glissante. Le monde bascula au ralenti. Elle s'attendait à ce que la pierre dure et humide la reçoive, mais elle percuta à la place un mur de chaleur solide et rayonnante. C'était comme frapper un pilier de pierre vivante qui respirait. La collision ne fut pas un simple accident. Ce fut la rupture d'un lien cosmique. Alors que le géant tendait la main pour la stabiliser, sa main massive et calleuse effleura le tissu élimé de sa tunique. Le contact fut électrique, une secousse de reconnaissance si violente qu'elle en coupa le souffle à Paloma. Sa tunique glissa sous sa prise, exposant la peau de son épaule gauche. La marque en croissant de lune, pâle et vive contre sa peau tremblante,
capta la faible lumière du ciel nuageux. L'air entre eux ne changea pas seulement, il s'enflamma. Le souverain se figea, ses doigts se resserrant juste assez pour l'empêcher de tomber, ses yeux dorés s'écarquillant d'une manière qui signalait un choc profond, une commotion de l'âme. Pour Emiliano, le monde disparut. Le bruit du marché, l'odeur de la pluie, les grognements de ses loups, tout s'évanouit en une fréquence unique et perçante. La jeune fille dans ses bras n'était pas seulement une mendiante, elle était le fantôme qui l'avait pourchassée dans ses cauchemars pendant plus d'une décennie. Il sentit le lien ancestral rugir à la vie, une attraction viscérale vers cette survivante fragile mais féroce. Le loup en lui, habituellement une bête de rage contrôlée, se mit à hurler d'une agonie protectrice qui faillit briser son sang-froid. Il vit les cicatrices sur ses bras, la fatigue dans ses yeux qui contredisait son visage juvénile et la façon dont son corps tremblait, non seulement de froid, mais d'une vague chaotique de terreur qu'elle projetait. Elle irradiait une peur si épaisse qu'il pouvait la goûter, une saveur amère et métallique sur sa langue. Paloma, cependant, ne ressentait que le poids écrasant de son pouvoir. Elle ne vit pas la reconnaissance dans ses yeux. Elle vit l'intensité d'un prédateur qui avait finalement acculé sa proie. Elle confondit son étonnement avec le prélude d'une arrestation, ou peut-être pire. Son don, l'empathie qu'elle voyait comme un poids putride, explosa en réponse à sa proximité. Elle sentit sa douleur, un puits profond et d'obsidienne de regrets si vaste qu'il menaçait de l'engloutir tout entière. C'était un deuil si lourd qu'il semblait avoir sa propre gravité, l'attirant vers lui. Même alors que son esprit criait de fuir, elle tenta de manipuler l'air, de projeter un voile de calme sur les gardes environnants qui s'approchaient en maintenant, mais ses pouvoirs vacillaient comme une bougie dans une tempête. Le roi baissa les yeux vers la jeune femme, et pour la première fois en 13 ans, la pierre irrégulière dans sa poitrine cessa de le ronger. Il ne vit ni la crasse, ni les haillons. Il vit l'héritière légitime d'une dynastie déchue, la fillette qu'il avait jadis juré de protéger de sa vie. Il sentit le lien de l'âme se mettre en place, une chaleur physique qui se mit à vibrer dans sa moelle. Il réalisa alors que sa quête était terminée, mais qu'un nouveau voyage, plus périlleux, avait commencé. Elle était terrifiée par lui. Elle craignait la couronne qu'il portait et le pouvoir qu'il irradiait. S'il la réclamait maintenant, s'il révélait la vérité de son sang dans ce repère de voleurs et d'espions, il pourrait la perdre à jamais. Sa confiance était un cristal fracturé, et il était un homme fait pour la guerre, non pour guérir quelque chose de si délicat. Alors que les gardes s'approchaient, avec des voix rauques et des intentions cruelles, le géant s'interposa entre eux et la jeune fille. Il n'utilisa pas de mots, il laissa simplement sa présence s'étendre. L'air devint lourd. La pression de son énergie alpha forçant les gardes à reculer, leurs instincts leur disant qu'interférer serait inviter une mort certaine. Il regarda la jeune fille tremblante, ses yeux dorés s'adoucissant avec une douceur complètement étrangère à sa féroce réputation. Il vit la façon dont elle frissonnait à son contact, la façon dont ses yeux cherchaient une issue, et il ressentit un nouveau type de douleur. La prise de conscience que la princesse qu'il avait échoué à protéger était maintenant une femme qui avait appris à survivre en étant invisible. Paloma sentit le changement dans l'énergie des gardes. La peur aiguë et irrégulière qu'ils inspiraient habituellement fut soudainement remplacée par un silence lourd et humide. Elle leva les yeux vers l'homme qui la tenait, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Il ne la livrait pas. Il se tenait comme un bouclier. L'arôme de cèdre et de tempête s'intensifia, l'enveloppant comme une cape protectrice. Pour la première fois de sa vie, le bruit écrasant du marché lui parut distant, étouffé par la pure échelle de sa présence. Elle ne comprenait pas pourquoi ce roi monstrueux la regardait comme si elle était un miracle, mais son instinct, son intuition qui ne mentait jamais, lui dit que le monde qu'elle connaissait avait disparu. La fille invisible du marché central avait été trouvée, et le croissant de lune sur son épaule n'était plus seulement une marque du passé. C'était un phare pour un avenir qu'elle n'était pas sûre d'être prête à affronter. Le souffle de la jeune fille se coinça dans sa gorge, un son irrégulier qui ressemblait à un morceau de bois se fendant dans le silence soudain et pesant. Son estomac se retourna violemment, une réaction physique à la proximité d'un pouvoir si immense qu'elle avait l'impression de se tenir au bord d'un cratère volcanique. Elle pouvait sentir la chaleur irradiante de la poitrine de l'homme, une fournaise de vie qui faisait frissonner sa propre peau froide et humide, d'un mélange de terreur et d'une inexplicable attraction ancestrale. La marque en croissant de lune sur son épaule ne la démangeait pas seulement. Elle brûlait d'un battement sourd et pulsant
qui semblait se synchroniser avec le lourd battement de cœur du géant. Elle essaya de reculer, ses instincts criant qu'elle était une souris sous la griffe d'un lion, mais ses jambes semblaient être de plomb, ancrées sur place par la pure gravité de son regard doré. Les gardes ne bougèrent pas, leur propre corps bloqué dans un état d'hésitation primitive. Ils pouvaient me sentir le changement dans l'atmosphère, la façon dont l'air était devenu dense avec l'odeur d'un prédateur alpha. Ce n'était pas seulement l'autorité qu'ils sentaient, c'était la touche âcre et métallique d'un massacre potentiel. L'un des hommes, un soldat au visage de cuir balafré, sentit sa main trembler sur la poignée de son épée. Son instinct lui disait que s'il dégainait son arme, il ne verrait même pas le coup qui l'achèverait. La foule de marchands et de voleurs s'était également immobilisée, une inspiration collective créant un vide sonore. L'énergie avide qui définissait habituellement le marché avait été blanchie, remplacée par une terreur froide et engourdissante qui s'infiltrait dans la moelle de chacun. Emiliano sentait la panique de la jeune fille, comme si c'était son propre sang. Le loup en lui faisait les 100 pas, une ombre agitée qui voulait briser le cou de quiconque oserait regarder son trésor, retrouvé avec autre chose que de la révérence. Il pouvait goûter sa peur. Elle était aigre, comme du lait caillé, et lui faisait mal à l'arrière de la gorge avec le besoin de la calmer. Mais il savait que tout mouvement brusque la ferait fuir dans l'ombre. Il sentait le poids de sa responsabilité comme une pression physique sur ses poumons. Pendant 13 ans, il avait été un roi en deuil, un souverain dont les victoires avaient le goût de la cendre parce qu'il avait échoué à la seule chose qui comptait. Maintenant, tenant sa silhouette mince et tremblante, la culpabilité dans sa poitrine commença à se transformer en une rage protectrice si puissante qu'il dut serrer la mâchoire pour ne pas grogner. En la regardant, il remarqua la façon dont elle essayait de se cacher. Elle ne se retirait pas seulement physiquement, elle tentait de retirer sa propre essence, de devenir le fantôme invisible qu'elle avait été pendant des années. Mais il pouvait la sentir pousser contre l'air, une onde subtile d'énergie qui tentait de lui imposer un sentiment de calme. C'était une utilisation maladroite et désespérée de ses dons, née de la survie plutôt que de l'entraînement. C'est alors qu'un courant froid et vif d'intuition le frappa à la base du crâne. Quelqu'un observait, pas les gardes, pas les marchands, mais une présence qui ressemblait à un serpent dans l'herbe, calculatrice, froide et dangereusement familière. L'ombre de son conseiller, l'homme qui avait orchestré son échec plus d'une décennie auparavant, semblait persister dans les vibrations mêmes du marché. Le roi savait qu'il ne pouvait pas la laisser ici. Le marché n'était plus seulement un lieu de pauvreté, il était devenu un piège. Il resserra légèrement sa prise, pas assez pour faire mal, mais assez pour l'ancrer. Il avait besoin d'une raison, d'un masque pour la vérité, qui criait actuellement à travers ses veines. Il regarda le garde en chef, sa voix s'abaissant à un grondement sourd et résonnant qui ressemblait à un tonnerre vibrant à travers le sol. Il dit à l'homme que la jeune femme avait été harcelée sous sa surveillance et qu'en tant que visiteur de rang, il ne tolérerait pas un tel désordre sur le marché central. Il affirma qu'elle serait emmenée à la forteresse royale pour recevoir réparation pour l'incompétence des gardes, un geste formel pour maintenir la paix entre les secteurs lycanthropes et humains. Paloma sentit le mensonge comme un contact physique. Elle ne connaissait ni son nom ni son rang, mais son 6e sens lui disait que « réparation » était un mot creux. Son esprit était un tourbillon de possibilités sombres. Était-il un collectionneur de curiosités humaines ? Était-elle emmenée dans un donjon dont elle ne sortirait jamais ? Son intuition était un désordre chaotique de signaux. D'une part, l'énergie alpha qu'il projetait était terrifiante, une force qui pourrait l'écraser sans effort. D'autre part, il y avait en lui un étrange puits d'obsidienne de douleur qui appelait sa propre solitude. C'était une résonance qu'elle ne pouvait expliquer, une fréquence qui correspondait à la douleur creuse qu'elle portait depuis l'âge de 5 ans. Elle essaya de parler, mais sa voix n'était qu'un grattement sec. Elle sentit les yeux de la foule sur elle, l'envie des mendiants qui pensaient qu'elle était sauvée, et la méfiance des marchands qui savaient qu'elle n'était rien. L'air semblait mince, comme si le géant consommait tout l'oxygène du voisinage. Alors qu'il commençait à la guider, ces 2 loups noirs se mirent en marche derrière eux, leurs yeux dorés scrutant les toits. Paloma sentait les vibrations de leurs pattes sur les pavés, un bourdonnement rythmé qui correspondait au rythme de son propre pouls frénétique. Elle se sentait comme une prisonnière emmenée à un hôtel, et pourtant, la chaleur de sa main à travers sa manche était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer dans la boue. Le voyage à travers la ville fut un flou de sensations internes. Paloma sentait le cœur de la ville battre, un rythme frénétique et malade. Elle percevait les yeux cachés dans les ruelles, les prédateurs qui reconnaissaient le roi et se faufilaient de nouveau dans l'obscurité. L'odeur de la ville changea à mesure qu'il se dirigeait vers les niveaux supérieurs.
La pourriture du marché s'évanouit, remplacée par l'odeur de la pierre, du marbre lavé par la pluie et le faible et doux parfum de pin de montagne qui semblait s'accrocher aux vêtements du souverain. Chaque pas qu'elle faisait, elle avait l'impression de laisser derrière elle sa réalité, de franchir un seuil vers un monde qui aurait dû être un rêve, mais qui ressemblait à un cauchemar brillant et dangereux. Dans l'esprit du géant, l'agitation était encore plus grande. Il marchait sur une corde raide. Il voulait tomber à genoux et implorer son pardon pour les années qu'elle avait passées dans les bas-fonds. Il voulait lui dire qu'elle était la fille de roi, que son sang était une rivière sacrée qu'il avait juré de garder, mais il sentait la façon dont sa peau piquait d'électricité statique chaque fois qu'il la regardait trop longtemps. Il sentait la barrière qu'elle avait construite autour de son âme, un mur de verre et d'épines. Il réalisa que pour elle, il n'était qu'un autre homme puissant qui avait décidé de la posséder. Cette pensée fit gémir le loup en lui d'un son pathétique et blessé. Il devait être une ombre, un gardien silencieux, jusqu'à ce qu'elle puisse voir l'homme derrière la couronne. Ils arrivèrent aux portes de la forteresse royale, une structure massive de pierre grise qui semblait avoir été taillée dans la montagne même. L'énergie ici était différente, ordonnée, froide et ancienne. Alors que les lourdes portes de fer gémissaient en s'ouvrant, Paloma sentit une vague de reconnaissance ancestrale la submerger. Ce n'était pas un souvenir, mais un sentiment dans sa moelle, une sensation que les pierres elles-mêmes exhalaient un soupir de soulagement. Sa marque en croissant de lune brilla d'une chaleur si intense qu'elle faillit halter. Elle sentit la fréquence du bâtiment, un bourdonnement profond et résonnant qui semblait reconnaître sa présence. Emiliano remarqua la façon dont elle inclinait la tête, la façon dont ses narines se dilataient en absorbant l'odeur de la forteresse. Il sentit le pic soudain de son énergie interne, un scintillement de quelque chose de royal et de puissant, enfoui très profondément sous les couches de traumatisme. Elle n'était plus seulement une survivante. Elle réagissait au siège du pouvoir comme s'il s'agissait d'un foyer perdu depuis longtemps. Mais le moment fut brisé par une nouvelle sensation, un sentiment aigu et huileux de malice qui irradiait des ombres du grand hall. Debout à l'autre bout du couloir, se trouvait un homme dont la présence ressemblait à une couche de vase froide. Le conseiller du roi, une figure aux lignes fines et aux profondeurs cachées, les observait approcher. Paloma sentit son estomac tomber dans un puits sans fond. Cet homme n'irradiait ni douleur ni avidité. Il irradiait une immobilité calculatrice et prédatrice. Son intuition hurla un avertissement si fort que ses oreilles en bourdonnèrent. Elle sentit le regard du conseiller glisser sur elle, non pas avec curiosité, mais avec l'efficacité froide d'un boucher mesurant une carcasse. Il savait, même s'il n'avait pas l'odorat du lycanthrope ou le lien du roi, il savait que le fantôme était de retour. Le souverain sentit l'énergie du conseiller et ses muscles se tendirent, sa présence se transformant en un mur de granit entre la jeune fille et l'ombre. Il ne regarda pas l'homme, mais l'air dans le hall devint si froid que le souffle de Paloma se condensa en buée. La tension était une chose vivante, un ressort enroulé attendant de se rompre. Elle était prise entre deux titans, la montagne qui voulait la protéger et le serpent qui voulait finir ce qu'il avait commencé il y a 13 ans. Alors que le conseiller faisait un pas en avant, un mince sourire aux lèvres qui n'atteignait pas ses yeux froids, Paloma sentit le poids de son destin commencer enfin à s'installer sur ses épaules. Elle n'était plus invisible. Et dans ce repère de loups et d'ombres, être vue était la chose la plus dangereuse de toutes. L'ombre du conseiller semblait s'étirer sur le sol, comme une tache d'huile qui s'étendait, atteignant Paloma avant même qu'il ne fasse un pas. Elle sentit une démangeaison soudaine et aiguë à la base de son cou, un avertissement primitif qu'elle se tenait en présence d'un serpent qui n'avait pas besoin de siffler pour être mortel. L'odeur d'eau stagnante et de vieux parchemins secs suivait l'homme, une odeur qui donnait la nausée à son estomac avec une reconnaissance viscérale qu'elle ne pouvait situer. La présence d'Emiliano à ses côtés était une montagne de chaleur protectrice, mais même son énergie alpha semblait tendue contre la malice huileuse et calculatrice qui irradiait du conseiller. Alors que le regard de l'homme se posait sur elle, Paloma eut l'impression que sa peau était écorchée, exposant la fréquence de son sang à un prédateur qui avait passé 13 ans à attendre cette vibration exacte. « Un curieux ajout à votre suite, mon roi », dit l'homme, sa voix un glissement doux et froid qui fit se hérisser les poils sur les bras de la jeune femme. Elle sentit les muscles du souverain se bloquer, un mur de granit qui semblait vibrer d'un grognement réprimé. La tension dans le hall était si épaisse qu'elle avait l'impression d'essayer de respirer sous l'eau. Emiliano ne répondit pas immédiatement, ses yeux dorés brûlant d'une lumière qui fit vaciller l'ombre du conseiller. Il sentait la terreur de la jeune fille. C'était un bourdonnement frénétique et rythmé contre ses propres sens.
un appel désespéré à une sécurité qu'il n'était pas sûr de pouvoir fournir dans cette maison de miroirs. Son instinct lui disait qu'à chaque seconde qu'elle passait sous le regard de cet homme, le secret du croissant de lune était démêlé par un esprit qui vivait pour la trahison. Le conseiller se déplaça avec une grâce silencieuse et prédatrice, les contournant d'une énergie qui ressemblait à un nœud coulant se resserrant. C'est alors que Paloma sentit une vague d'énergie monter des pierres même sous ses pieds. C'était un bourdonnement profond et résonnant qui semblait contourner ses oreilles et parler directement à sa moelle. La forteresse n'était pas seulement un bâtiment, c'était un dépositaire des fréquences de ses ancêtres, et elle réagissait à sa présence comme une bête endormie, se réveillant à l'odeur de son maître. Son cœur battait un rythme frénétique contre ses côtes. Elle sentit une envie soudaine et inexplicable de tendre la main et de toucher le mur de pierre grise. Une attraction si forte que ses doigts se crispèrent. Le conseiller remarqua le mouvement, ses yeux se rétrécissant en fente de curiosité froide et intellectuelle. Dans l'esprit d'Emiliano, le monde était un champ de bataille de phéromones et d'instincts. Il pouvait sentir la suspicion du conseiller. C'était une odeur âcre et acide qui tranchait à travers le pin de montagne et le cèdre. Il percevait également l'éveil de la jeune fille. La façon dont son énergie commençait à s'entremêler avec la fréquence de la forteresse était une révélation qui le terrifiait et l'exaltait à la fois. Elle n'était plus seulement une mendiante, elle était le cœur vivant de ce lieu. Mais il sentait aussi l'approche du conseil. Des galeries supérieures, une nouvelle vague d'énergie commença à descendre. Une force lourde et traditionnaliste qui sentait la vieille fourrure et l'agression territoriale. Les seigneurs lycanthropes venaient voir la fille des ruses humaines que leur roi avait amenée au cœur de leur pouvoir, et leur désapprobation collective était un poids physique qui rendait l'air lourd comme du plomb. Le sixième sens de Paloma hurlait. Elle ne sentait pas seulement la malice du conseiller, elle sentait l'hostilité croissante des seigneurs invisibles. C'était un mur de dédain froid et animal qui menaçait d'écraser son fragile manteau de calme. Elle se sentait comme une petite flamme dans une marée montante d'obsidienne. À ce moment-là, elle réalisa que le marché, avec son avidité et sa saleté, avait été un sanctuaire en comparaison. Ici, les prédateurs portèrent de la soie et parlaient en énigmes, mais leurs dents étaient tout aussi acérées. Son monologue intérieur était une boucle frénétique de « Fuis, fuis, fuis », mais où pouvait-elle aller ? Emiliano était la seule chose qui se dressait entre elle et l'abîme, et pourtant, sa propre présence était ce qui l'avait entraînée dans ce piège. Elle sentit de nouveau sa douleur, ce puits d'obsidienne de regret, et c'était la seule chose qui semblait honnête dans cette pièce de mensonge. Le conseiller fit un pas de plus, sa présence une tache huileuse contre ses sens. « Elle a l'air des bas-fonds », murmura-t-il, bien que sa voix se projetât comme une condamnation à mort. Et pourtant, il y a quelque chose dans sa façon de se tenir, une fréquence qui me rappelle un fantôme que je croyais enterré. À ce moment, la main d'Emiliano bougea, un flou de mouvement qui arrêta l'homme net. Le roi ne le toucha pas, mais l'expansion de son énergie alpha fut si violente qu'elle ressembla à un coup physique. Le conseiller halta, son immobilité froide brisée par le pouvoir brut et prédateur du roi lycanthrope. « Elle est sous ma protection », gronda Emiliano, le son vibrant dans les os de Paloma. « Et vos souvenirs, conseiller, sont une responsabilité que vous feriez bien d'oublier. » Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forteresse, la jeune femme sentit le bruit des seigneurs lycanthropes s'intensifier. Ils se rassemblaient dans la grande chambre, leurs énergies s'entrechoquant comme une tempête au sommet d'une montagne. Elle sentait leur faim d'ordre, leur dédain pour sa fragilité humaine, et leur peur profondément enracinée de tout ce qui pourrait défier leur domination. Son estomac se tordit en un nœud dur et douloureux. Elle sentait le regard du conseiller les suivre, une démangeaison persistante entre ses omoplates qui lui disait qu'il n'avait pas terminé. Son intuition lui murmura qu'il était déjà en train de tisser une toile, une série de menaces qui transformeraient cette forteresse en une cage. Elle regarda le géant à ses côtés, sa présence imposante, une ombre constante, et se demanda s'il était son geôlier ou son sauveur. Le tournant arriva lorsqu'ils atteignirent le seuil de la salle ancestrale. Paloma s'arrêta, le souffle coupé, alors qu'une vague de pouvoir pur et absolu la frappait. Ce n'était pas le pouvoir du roi, ni la malice du conseiller. C'était une résonance d'empathie pure et royale. Sa marque en croissant de lune ne brûlait pas seulement, elle brillait d'une faible lumière argentée sous sa tunique, un feu secret qu'elle seule pouvait sentir. La salle semblait exhaler un arôme qu'elle n'avait pas senti depuis 13 ans, l'odeur de jasmin chauffé par le soleil et l'air doux et pur d'un jardin royal. Son esprit fut soudainement inondé d'un éclair de données sensorielles.
le rire d'une femme qui ressemblait à des carillons éoliens, le contact d'une main douce sur sa joue et le sentiment de sécurité absolue. C'était un souvenir déclenché par la fréquence des pierres. Paloma chancela. Sa main trouva finalement le mur de pierre froide pour s'appuyer. Le souverain fut à ses côtés en un instant, ses mains la stabilisant, ses yeux dorés cherchant les siens avec une intensité presque insupportable. Il sentit le changement dans son énergie. Il sentit le souvenir percer les couches de traumatisme, comme une fleur à travers le béton. Le lien d'âme qu'il ressentit fut instantané, une attraction viscérale vers cette femme qui commençait enfin à se souvenir de qui elle était. « Paloma », murmura-t-il. Et pour la première fois, le nom ne sonnait pas comme une étiquette pour une mendiante. Il sonnait comme une prière. C'est alors que les lourdes portes au fond de la salle s'ouvrirent. Le conseiller était là, mais il n'était pas seul. Il était flanqué du conseil des seigneurs lycanthropes, leurs yeux reflétant une précision létale. Ils ne voyaient pas la princesse. Ils voyaient une menace pour leur lignée, une humaine sans nom qui avait ensorcelé leur roi. Le chef du conseil, un homme dont l'énergie ressemblait à un morceau irrégulier de silex, fit un pas en avant. Son arôme était celui du vieux sang et de la tradition de volonté de fer. Il ne regarda pas Paloma. Il regarda Emiliano avec un défi qui fit geler l'air. « Le conseil exige une explication, Emiliano », dit le seigneur. Sa voix un grattement d'autorité ancienne. « Tu amènes une fille des rues dans la haute forteresse, alors que les ombres du passé nous hantent encore. Elle est une faiblesse que nous ne pouvons nous permettre. » Paloma sentit la haine collective des seigneurs comme une agression physique. C'était une vague d'énergie froide et aiguë qui déchirait son fragile calme. Elle sentit le triomphe du conseiller. C'était une chaleur grasse et écœurante à l'arrière de sa gorge. Il avait joué sa carte en transformant sa présence en un champ de mine politique. Elle regarda le géant qui se tenait devant elle, son dos un mur d'acier trempé. Elle sentit sa résolution, son loup intérieur hurlant à la nécessité de déchirer quiconque la regarderait avec dédain. Mais elle sentit aussi son conflit. Il était un roi, et son peuple était son sang. La protéger, c'était risquer une guerre civile. Le poids de la couronne qu'il portait ressemblait à une montagne sur ses propres épaules. L'air devint lourd de l'odeur d'une tempête qui se préparait. L'intuition de Paloma lui dit que le seigneur du conseil ne parlait pas seulement pour lui-même. Il canalisait la peur collective de toute une race. Elle pouvait sentir les vibrations de leur cœur, un pouls rythmique et agressif qui exigeait du sang ou le bannissement. Le conseiller restait en arrière-plan, son énergie comme une tache sombre dans l'atmosphère royale de la salle. Il attendait que le roi hésite. Le moment où le poids de la couronne le forcerait à jeter la jeune fille de retour dans les bas-fonds, l'estomac de Paloma se tordit d'une douleur aiguë et lancinante. Elle réalisa que sa présence ici était un catalyseur pour une guerre qu'elle ne comprenait pas. Juste au moment où le seigneur chef du conseil fit un autre pas en avant, son énergie explosant comme une torche dans l'obscurité, Paloma sentit un changement dans sa propre moelle. La résonance qu'elle avait sentie des pierres commença à affluer en elle. Un courant frais et constant de pouvoir qui calma le battement frénétique de son cœur. Elle ne détourna pas le regard du seigneur du conseil. Au lieu de cela, elle rencontra son regard avec une clarté qui fit bégayer sa propre énergie. Elle ne sentait pas seulement sa haine, elle sentait la raison derrière elle, une insécurité profonde et ancienne qui craignait l'empathie de la lignée Montemayor. Elle réalisa que sa malédiction était exactement ce dont ils avaient peur. Elle n'était pas une faiblesse. Elle était le miroir dans lequel ils ne voulèrent pas regarder. Emiliano sentit le changement en elle. Il sentit la façon dont son énergie s'ancra soudainement. Plus une bougie vacillante, mais une lumière constante et rayonnante. Le loup en lui se tut, hypnotisé par la force grandissante de cette femme fragile. Il réalisa qu'il n'avait pas à mener cette bataille seul. La princesse se réveillait, et son pouvoir était une fréquence qui pouvait faire taire le hurlement de n'importe quel conseil. L'énergie huileuse du conseiller commença à se retirer, sentant le changement de marée, mais le seigneur du conseil n'était pas si facilement dissuadé. Il grogna, un son bas et animal qui fit vibrer l'air. « Elle n'est rien !» cracha-t-il. « Et elle sera la ruine de nous tous. » La confrontation était loin d'être terminée. Paloma pouvait sentir les bords irréguliers de la résolution du conseil, un poids physique qui pressait contre sa poitrine. Elle savait que pour survivre, elle devrait faire plus que simplement supporter leur haine. Elle devrait leur montrer la vérité de la fréquence qu'elle portait. Mais alors qu'elle se préparait à parler, un nouvel arôme flotta à travers la salle. Une odeur âcre et piquante qui fit hurler ses alarmes internes. C'était l'odeur de l'argent et de la trahison, venant du cœur même de la forteresse. Le réseau du conseiller était beaucoup plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, et le tournant venait à peine de commencer. L'odeur âcre et piquante de l'argent n'atteignit pas seulement ses narines, elle ressemblait à une lame froide glissant à la base de son crâne.
L'estomac de Paloma se contracta, une réaction violente et tordue à une substance qui semblait fondamentalement fausse, un poison pour l'air même qu'elle respirait. Elle sentit l'énergie du souverain vaciller, un scintillement momentané dans la montagne de chaleur à ses côtés qui envoya une secousse de glace pure à travers ses veines. Son intuition, qui avait été un bourdonnement sourd, était maintenant une sirène hurlante. Elle sentit l'énergie du conseiller s'aiguiser, la tache huileuse de sa présence se transformant en quelque chose d'irrégulier et de mortel. L'air dans la salle ancestrale devint lourd, non pas du poids de l'histoire, mais de la pression suffocante d'un piège se refermant. C'est alors que le seigneur chef du conseil laissa échapper un son qui était à moitié grognement, à moitié halètement. Lui aussi pouvait sentir la corruption dans l'air. L'odeur de vieux sang et de tradition de volonté de fer était étouffée par le piquant métallique et stérile de l'argent raffiné. C'était une odeur qui agissait comme un bandeau sensoriel pour les lycanthropes, une fréquence conçue pour brouiller leurs instincts et les laisser vulnérables. Paloma sentit la panique collective des seigneurs commencer à monter, une énergie irrégulière et frénétique qui se heurtait au triomphe froid et calculé du conseiller. Son instinct lui dit que les réparations et l'explication n'étaient qu'une mise en scène pour une pièce beaucoup plus sombre. Quelques minutes avant le premier coup, Emiliano avait senti le changement dans les phéromones de la pièce. Il avait perçu le pouls du conseiller s'accélérer, un bourdonnement rythmique et prédateur qui signalait la fin de sa patience. Le loup intérieur du roi arpentait une cage étroite d'instinct, son pelage se hérissant au sentir le filet invisible se jeter sur eux. Il regarda la jeune femme, et la vue de son visage pâle et déterminé lui fit mal au cœur d'une agonie protectrice. Il pouvait sentir son énergie, la façon dont sa fréquence tentait de stabiliser les vagues chaotiques de peur dans la pièce. Elle était un phare dans une tempête d'obsidienne, mais la tempête portait maintenant un poison destiné spécifiquement à lui. Le conseiller recula, son énergie se retirant dans l'ombre des piliers. « Ton règne a été défini par un fantôme, Emiliano, » dit-il. Sa voix n'était plus un glissement doux, mais un bord aigu et râpeux. Un fantôme qui est maintenant revenu pour nous mener tous à la ruine. Le conseil exige de l'ordre, et je fournis les moyens de l'assurer. Alors qu'il parlait, l'air même sembla s'épaissir d'une fine brume invisible. Le sixième sens de Paloma le sentit en premier, une sensation engourdissante et lourde qui commença à s'infiltrer dans ses pores. Ce n'était pas un poids physique, mais psychologique. C'était comme l'agonie collective de chaque personne que le conseiller avait jamais opprimée, distillée en une arme d'influence de masse. Dans l'esprit du souverain, le monde se transformait en un flou de statique grise. L'arôme de pin de montagne et de cèdre était remplacé par le contact suffocant et métallique de la brume d'argent. Il sentit sa force diminuer, sa connexion avec son loup s'effilochant comme une corde sous trop de tension. Le pouvoir qui ressemblait autrefois à un océan était maintenant une marée basse et descendante. Il regarda la jeune femme, et son monologue intérieur fut une prière frénétique pour sa sécurité. Il ne se souciait ni du trône, ni du conseil. Il ne se souciait que de la femme qui portait la fréquence de son âme. Mais alors que ses genoux cédaient, le poids de l'argent le tirant vers le sol froid, il sentit une vague de désespoir si profonde qu'elle ressemblait à une noyade physique. Paloma sentit sa chute comme si le sol lui-même avait disparu. La montagne de chaleur se refroidissait, le mur protecteur de granit s'effritant sous ses yeux, elle sentit le triomphe du conseiller. C'était une chaleur grasse et écœurante qui lui donnait envie de vomir. Il se déplaçait maintenant, son ombre s'étendant alors qu'il se préparait à réclamer la victoire qu'il avait orchestrée il y a 13 ans. Les seigneurs lycanthropes étaient paralysés, leurs sens brouillés par l'argent, leurs énergies alpha vacillant comme des braises mourantes. Elle était la seule encore debout, une humaine fragile dans une pièce de Dieu déchu. Son estomac se tordit, mais cette fois ce n'était pas de la peur. C'était une fureur froide et royale. Elle sentit de nouveau la fréquence de la forteresse, le bourdonnement profond des pierres réagissant à la trahison. Le bâtiment semblait gémir dans un langage que seul son sang pouvait comprendre. L'arôme de jasmin chauffé par le soleil et de jardins royaux revint, mais cette fois il était trempé de l'odeur métallique de sa propre résolution. Elle réalisa que l'arme du conseiller était basée sur la manipulation de la douleur et de la peur, les choses mêmes qu'elle avait maîtrisées pendant ses 13 ans dans les bas-fonds. Il utilisait sa propre malédiction contre elle, mais il ne comprenait pas la vraie nature du sang Montemayor. Son empathie n'était pas seulement une façon de sentir le monde, c'était une façon de le changer. Le tournant arriva lorsque la main du conseiller atteignit la gorge du souverain. Paloma ne pensa pas. Elle agit par instinct primitif et ancestral. Elle n'utilisa pas ses muscles, elle utilisa sa fréquence. Elle étendit son esprit,
saisissant la brume d'argent et la malice du conseiller comme s'ils étaient des fils physiques. Elle sentit le poids de l'agonie collective de la pièce, la peur des seigneurs, le désespoir du roi et l'avidité froide du traître. Elle ne le repoussa pas. Elle l'attira à l'intérieur, absorbant l'énergie chaotique dans le puits d'obsidienne de sa propre solitude. Puis, elle la lui renvoya. L'explosion d'énergie ne fut ni un son, ni une lumière. Ce fut un raz-de-marée psychologique. Le conseiller poussa un cri mince et irrégulier, alors qu'il était soudainement forcé de ressentir la douleur brute et absolue de chaque vie qu'il avait piétinée. Il sentit la faim des orphelins, la terreur de la révolution et la douleur froide et creuse de la jeune fille qu'il avait tenté d'enterrer au marché. La brume d'argent ne se dissipa pas, mais sa fréquence changea. Elle ne brouillait plus l'essence des lycanthropes. Au lieu de cela, elle devint un conduit pour le pouvoir de Paloma. Elle sentit sa marque en croissant de lune éclater d'une chaleur presque insupportable, un feu secret qui était enfin libéré. Emiliano sentit le changement immédiatement. La statique grise dans son esprit fut brûlée par une vague de lumière pure et argentée. La connexion avec son loup ne revint pas seulement, elle fut amplifiée, fusionnée avec la fréquence royale de la femme qui se tenait au-dessus de lui. Il leva les yeux et la vit non pas comme une mendiante, mais comme une reine d'ombre et de lumière. Son énergie était un bouclier, un dôme de pouvoir empathique qui forçait les insurgés à se mettre à genoux. Elle leur renvoyait leur propre cruauté, un miroir qu'ils ne pouvaient briser. L'arôme de la pièce changea une fois de plus. L'argent âcre était neutralisé par le parfum écrasant de pin de montagne et de jasmin. Le conseiller n'était qu'un tas froissé sur le sol. Son énergie, une chose grise et en lambeaux. Son esprit avait été brisé par le poids de ses propres crimes. L'influence psychologique du don de Paloma, se révélant plus mortelle que n'importe quelle arme physique. Les seigneurs lycanthropes reprenaient lentement leurs esprits, leurs yeux dorés remplis d'un nouveau type de choc. Ils ne regardaient plus la jeune fille avec dédain. Ils la regardaient avec une admiration qui frisait la terreur. Ils avaient assisté à la naissance d'un pouvoir qui pouvait neutraliser leurs meilleurs guerriers sans verser une goutte de sang. Ils avaient vu le pont entre leur monde et le trône humain. Et c'était une femme qui avait survécu au pire de ce qu'ils avaient à offrir. Paloma resta au centre de la salle, sa respiration sortant en halètements irréguliers. Le poids putride qu'elle avait porté toute sa vie était maintenant une source de force aveuglante et brûlante. Elle sentit la main du souverain sur son bras, une chaleur constante et rayonnante qui l'ancrait au présent. Son énergie n'était plus un poids écrasant, mais un bourdonnement de soutien qui correspondait au sien. Elle le regarda, et pour la première fois, elle vit l'homme derrière le deuil. Elle sentit son amour, une attraction viscérale et profonde de l'âme, qui était la chose la plus puissante dans la pièce. Le lien ancestral n'était plus une source de culpabilité, c'était le fondement d'une nouvelle ère. Mais alors que le silence s'installait sur la salle ancestrale, le sixième sens de Paloma capta une dernière vibration persistante. Le conseiller était vaincu, mais les ombres du passé avaient troué des racines profondes. Elle sentit un pouls froid et distant de la ville en bas, un rappel que la révolution n'avait pas seulement concerné l'avidité d'un homme. C'était un démantèlement systématique d'un monde, et la restauration de sa lignée exigerait plus qu'une seule victoire. Elle regarda les lourdes portes de fer, son intuition lui disant que la vraie bataille pour le cœur du royaume ne faisait que commencer. L'orpheline du marché central avait trouvé son pouvoir, mais elle était sur le point de découvrir que la couronne qu'elle était destinée à porter était forgée dans le feu de 1000 secrets. Le silence qui suivit l'onde psychique ne fut pas un sursis. C'était un étang lourd et stagnant, qui sentait l'ozone et la touche métallique du sang séché. Paloma sentit les yeux des seigneurs lycanthropes la transpercer. Leur fréquence collective, un mur irrégulier et discordant de suspicion. Même avec le traître neutralisé, l'air dans la salle ancestrale restait épais de l'odeur d'agression territoriale. L'énergie du seigneur chef du conseil était comme un morceau de fer froid, inflexible et aiguisé. Il ne voyait pas une sauveuse. Il voyait une anomalie, une jeune fille humaine qui venait de briser la hiérarchie de leur monde. Son estomac se tordit avec un avertissement primitif que la victoire qu'elle venait de remporter n'était que la première couche d'un labyrinthe beaucoup plus profond et dangereux. Elle pouvait sentir l'électricité statique de leur jugement collectif piquer sa peau, un film écœurant et gras qui rendait l'air mince et difficile à avaler. La chaleur d'Emiliano était une constante contre son flanc, mais elle pouvait sentir le tremblement dans sa fréquence interne. Le souverain était une montagne d'acier trempé. Pourtant, la culpabilité qu'il portait était une pourriture physique qu'elle pouvait goûter à l'arrière de sa gorge. C'était un goût amer et d'obsidienne, le goût de 13 ans d'échec. Il regarda le conseil.
ses yeux dorés brûlant d'une lumière qui commandait le silence. Mais les seigneurs n'étaient plus seulement effrayés, ils étaient insultés. L'odeur de leur dédain collectif était un poids écœurant et suffocant qui semblait recouvrir l'air même qu'elles respiraient. Ils exigeaient une reine de leur propre espèce, une oméga pour équilibrer le feu du roi, pas une fille des rues sans nom du marché central, dont le sang bourdonnait d'une fréquence qu'il ne pouvait contrôler. Son intuition lui murmura que la défaite du conseiller n'avait servi qu'à durcir la résolution du conseil de l'avoir rejeté dans l'ombre. Le seigneur en chef fit un pas en avant, son odeur celle de la poussière ancienne et de l'entêtement à toute épreuve. Le conseiller était un serpent, gronda sa voix, vibrant dans la moelle de ses os. Mais ces paroles portèrent le poids de nos lois. Tu ne peux pas unir deux mondes avec un cœur humain, Emiliano. La fréquence de la couronne lycanthrope requiert une compagne de notre sang, pas une survivante des bas-fonds qui joue avec les fantômes d'une dynastie morte. Elle est un scintillement de lumière dans une caverne pleine de loups, et la caverne gagnera toujours. Paloma sentit le tranchant de ses paroles couper son manteau de calme. Elle sentit les autres seigneurs hocher la tête, leurs énergies se fondant en une marée singulière et froide de rejet. La pression dans la pièce était immense, une force physique qui lui faisait mal aux poumons. C'est alors que l'énergie du souverain changea. Elle ne s'étendit pas seulement, elle s'approfondit, passant d'un mur défensif à une concentration prédatrice qui fit frissonner les seigneurs du conseil. Son intuition était un rugissement de « à moi », une revendication viscérale qui ignorait la politique et les lois. Il ne regarda pas les seigneurs, il regarda la femme à ses côtés, son regard traçant les lignes de son visage comme s'il mémorisait un texte sacré. Emiliano sentit le changement en elle, la façon dont son entêtement à toute épreuve était démantelé par la vérité brute et indéniable de ce qu'elle venait de faire. Il ne voyait plus une fille des rues humaines, il sentait la résonance de la lignée Montemayor, une fréquence qui n'exigeait pas la domination, mais offrait une unité que sa propre espèce avait oubliée au cours de ces siècles de guerre. Son instinct lui dit que la rejeter maintenant serait rejeter la survie même de sa race. Paloma sentit son énergie se briser, le mur d'obsidienne s'effritant enfin pour révéler la moelle brute et blessée en dessous. Il parla de la nuit où la révolution avait tout emporté, de la façon dont il avait tenu une petite fille dans le chaos et lui avait promis la sécurité, pour ensuite être englouti par les ombres de la trahison. Sa voix était un grondement sourd et fracturé qui ressemblait à la terre en mouvement. « J'ai passé 13 ans à chercher la fréquence de ton cœur », murmura son intuition, s'alignant enfin avec la réalité devant lui. Et chaque jour était une pierre irrégulière dans ma poitrine, car je pensais avoir laissé la lumière de la lignée Montemayor s'éteindre pour toujours. Elle sentit son contact sur sa main, une chaleur rayonnante qui ressemblait à un retour à la maison. Le souvenir du jasmin chauffé par le soleil n'était plus seulement un éclair, c'était un bourdonnement constant dans son sang. Elle sentit la fréquence du rire de sa mère et le pouls constant de la protection de son père, mais avec le souvenir vint la prise de conscience de ce qu'elle avait perdu. Les 13 années de saleté et de faim étaient une douleur physique dans son âme. Elle sentit le poids putride de son empathie se transformer à nouveau, non pas en une arme, mais en un pont. Elle pouvait sentir son agonie aussi clairement que la sienne, une résonance partagée de pertes qui les liait plus fortement que n'importe quelle couronne. Son intuition lui dit qu'ils étaient deux moitiés d'un monde brisé, et que la seule façon de le guérir était d'affronter les ombres ensemble. Mais la paix était un cristal fragile. Le 6e sens de Paloma capta une vibration soudaine et aiguë depuis le couloir extérieur. Ce n'était ni les gardes ni le conseil. C'était une énergie froide et mécanique qui ressemblait à l'élimination absolue de l'émotion. Elle sentit une chute soudaine de la température dans la pièce, un frisson qui ne venait pas du vent, mais d'une source de malice pure et calculée. Son estomac se retourna violemment. Elle sentit l'approche du véritable héritage du conseiller, l'empire des ombres qui avait construit ses fondations sur les ruines du nom de sa famille. Le conseiller avait été le visage, mais la pourriture allait plus profondément, jusqu'aux pierres même de la ville. Elle sentit l'approche d'assassins vêtus d'argent, leurs énergies supprimées par une alchimie ancienne. Le souverain se leva en un battement de cœur, sa présence se transformant de nouveau en un mur de granit. Ses yeux dorés scrutèrent les ombres, son loup intérieur grognant à l'intrusion. Il sentit le poids engourdissant de l'argent s'approcher, une fréquence conçue pour paralyser son espèce. Paloma sentit sa panique, une touche âcre et métallique dans l'air. Il essayait de la protéger, de la pousser vers la sécurité du sanctuaire intérieur, mais elle pouvait sentir le filet se refermer. Les assassins ne venaient pas seulement pour elle, ils venaient pour terminer la révolution. Le rejet du conseil avait laissé la forteresse vulnérable,
et l'empire des ombres se déplaçait pour tuer. C'est alors que les portes de la chambre ne s'ouvrirent pas seulement, elles furent soufflées par une explosion silencieuse à haute fréquence. L'odeur d'ozone et de fer froid inonda la pièce. Paloma sentit sa marque en croissant de lune éclater d'une chaleur si intense qu'elle avait l'impression d'être marquée à nouveau. Elle sentit la présence de la successeur du conseiller, une femme dont l'énergie était un vide d'empathie, un trou noir qui aspirait la lumière de la pièce. Son intuition hurla un avertissement si fort que ses oreilles en bourdonnèrent. Ce n'était pas une bataille de force, c'était une bataille de fréquence. Les silhouettes vêtues d'argent se déplaçaient avec une précision terrifiante et rythmique, leurs lames reflétant la faible lumière avec une promesse mortelle. Emiliano rugit. Le son fut une vague physique de pouvoir qui secoua la pièce, mais la brume d'argent commençait déjà à remplir l'air. Paloma sentit sa force diminuer, la montagne de chaleur se refroidissant alors que le poison faisait effet. Elle sentit les bords irréguliers de son désespoir, la peur qu'il allait lui faire défaut à nouveau. Son instinct se tordit d'une fureur froide et royale. Elle réalisa que le conseil avait raison sur un point. Elle n'était pas une lycanthrope, mais ils avaient tort sur tout le reste. Son cœur humain, avec sa capacité d'empathie et sa maîtrise de la douleur, était la seule chose qui pouvait survivre à ce vide. Elle ne sentait pas seulement la malice des assassins, elle sentait la douleur creuse de leurs âmes perdues. Elle fit un pas en avant, son énergie s'étendant pour rencontrer le vide. Elle n'utilisa pas le pouvoir réfléchissant qu'elle avait utilisé sur le conseiller. Au lieu de cela, elle utilisa la résonance de la forteresse elle-même. Elle étendit son esprit, se connectant à la fréquence des pierres, à la mémoire ancienne de la lignée Montemayor, qui vivait encore dans les fondations. Elle sentit l'arôme de jasmin et de pin se fondre en une lumière singulière et aveuglante. Le poids putride qu'elle avait porté pendant 22 ans était maintenant un phare, une fréquence de vie pure et absolue que le vide ne pouvait consommer. Elle sentit les assassins hésiter, leur précision mécanique bégayant, alors qu'ils étaient soudainement inondés de la sensation écrasante d'être en vie. Le souverain sentit la vague de son pouvoir et l'utilisa comme une ancre. Il lutta à travers le froid engourdissant de l'argent, son loup puisant sa force dans la lumière argentée qu'elle irradiait. Il se déplaça comme un flou de fureur dorée, ses griffes trouvant les interstices dans l'armure des assassins. Paloma sentit les énergies s'entrechoquer, le vide froid et mort contre la vie chaude et rayonnante de leur lien. Elle était la conductrice de cette symphonie de survie, son empathie agissant comme le fil qui tenait le monde ensemble. Le monologue intérieur des assassins était un désordre chaotique de sentiments soudains et non désirés, regrets, peur et un sens de la miséricorde oublié depuis longtemps. Ils étaient à démanteler de l'intérieur. Le tournant arriva lorsque Paloma croisa le regard de la femme dans l'ombre. Elle ne vit pas une ennemie, elle vit le miroir de ce qu'elle aurait pu devenir si elle avait laissé le marché la consumer. Elle sentit l'ambition froide et calculée de la femme et le traumatisme profond et enfoui qui l'avait façonné. Elle ne refléta pas la malice, elle projeta la vérité de la douleur que la femme essayait de fuir. Le vide se brisa. La femme cria, un son qui était enfin humain, alors qu'elle était forcée de ressentir le poids de l'empire qu'elle avait tenté de construire sur une base de cadavres. La brume d'argent se dissipa, laissant l'air pur et froid, une fois de plus. Au lendemain du combat, la pièce était silencieuse, mais ce n'était plus un silence lourd, c'était la quiétude d'un champ après une tempête. Paloma resta tremblante, son énergie dépensée, sa marque en croissant de lune se refroidissant lentement. Elle sentit les bras d'Emiliano autour d'elle, sa chaleur revenant avec une férocité qui la rendit étourdie. Ses yeux dorés étaient humides d'un soulagement si pur qu'il ressemblait à un contact physique. Elle sentit son cœur battre contre le sien, deux fréquences enfin, en parfaite synchronisation. Mais alors qu'elle regardait les assassins tomber, son sixième sens capta une dernière vibration persistante, des seigneurs du conseil qui se rassemblaient maintenant à l'entrée. Ils avaient tout vu. L'orpheline du marché n'avait pas seulement sauvé le roi, elle avait sauvé le royaume d'une menace qu'ils n'avaient même pas reconnue. Le lien ancestral n'était plus un secret, c'était une révolution en soi. Les seigneurs du conseil restèrent figés, leurs énergies un désordre discordant de fer irrégulier et de chocs froids, alors que les derniers vestiges de la brume d'argent se dissipaient dans l'air lourd et sentant la pierre. Paloma pouvait sentir les vibrations de leur cœur, un bourdonnement rythmique et frénétique qui signalait un effondrement total de leur ancien ordre mondial. Son propre monologue intérieur était un bourdonnement calme et constant d'épuisement et de réalisation. Le poids putride qu'elle avait porté depuis son enfance n'était plus un fardeau.
C'était un océan vaste et brillant d'empathie qui avait enfin trouvé ses rives. Elle sentit la chaleur du souverain à ses côtés. Sa fréquence n'était plus un mur de deuil, mais une concentration rayonnante et dorée qui semblait attirer l'oxygène même de retour dans ses poumons. Son intuition, qui avait toujours été une source de terreur, lui disait maintenant que la transition d'un fantôme du marché au cœur battant d'un royaume était complète. Le seigneur chef du conseil, l'homme dont l'énergie avait été comme un morceau de silex, entra dans la lumière de la salle ancestrale. Son arôme n'était plus celui de l'agression territoriale, mais d'une humilité profonde et ancienne qui sentait la pluie sur la terre sèche. Il regarda les assassins tomber, puis la jeune femme dont le sang portait la fréquence d'un trône oublié. Paloma sentit son changement intérieur, la façon dont son entêtement à toute épreuve était démantelé par la vérité brute et indéniable de ce qu'elle venait de faire. Il ne voyait plus une fille des rues humaines. Il sentait la résonance de la lignée Montemayor, une fréquence qui n'exigeait pas la domination, mais offrait une unité que sa propre espèce avait oubliée au cours de ces siècles de guerre. Son instinct lui dit que la rejeter maintenant serait rejeter la survie même de sa race. Emiliano n'attendit pas que le conseil parle. Il se tourna vers Paloma, ses yeux dorés reflétant une reconnaissance profonde de l'âme qui lui coupa le souffle. Il tendit la main, sa main énorme en serrant sa joue avec une douceur qui ressemblait à une prière. Le lien d'âme entre eux n'était plus un bourdonnement caché, c'était une aura visible et vibrante qui semblait réchauffer le marbre froid de la forteresse. Le souverain sentit le bord irrégulier de sa culpabilité de 13 ans s'adoucir enfin, remplacé par un amour féroce et protecteur qui était la fréquence la plus puissante qui soit. « La chasse est terminée », murmura sa voix, un grondement sourd et résonnant qui fit écho dans la moelle de tous les présents. Le trône n'est plus vide et le cœur de ce royaume est enfin rentré chez lui. Le point culminant du moment arriva lorsque le géant s'agenouilla devant elle une fois de plus, mais cette fois, il fut suivi par le poids collectif des seigneurs du conseil. Un par un, les prédateurs de la haute forteresse baissèrent la tête, leurs loups intérieurs s'inclinant devant la fréquence de la femme qui pouvait faire taire une guerre d'un seul souffle. Paloma sentit le bruit de la pièce se transformer en une vibration singulière et harmonieuse. C'était une fréquence de paix, une résonance partagée qui ignorait les frontières du sang et de l'espèce. Elle sentit la présence de ses ancêtres dans les pierres, leur approbation silencieuse comme un courant chaud contre sa peau. L'orpheline du marché central, qui avait maîtrisé l'art de n'être rien, était maintenant le pont entre deux mondes en guerre. Des mois plus tard, l'arôme du marché central avait changé. Ce n'était plus un marécage de misère et d'agrumes pourris. Il portait le parfum de pin de montagne et de jasmin frais. Paloma, maintenant couronnée et se tenant comme l'égale du souverain, se déplaçait à travers la foule sans avoir besoin d'invisibilité. Elle pouvait toujours sentir l'avidité du boucher et le désespoir du pickpocket, mais elle ne les laissait plus la noyer. Au lieu de cela, elle projetait une énergie constante et apaisante, qui agissait comme un baume sur les blessures de la ville. Son don n'était plus une malédiction, mais un outil pour un nouveau type de gouvernement. Elle ne dirigeait pas par la peur, elle gouvernait par la fréquence partagée du cœur de son peuple. La forteresse royale, autrefois un lieu de pierre froide et de malice cachée, était devenue un sanctuaire de lumière. Emiliano, le protecteur de plus de 2 mètres qui était maintenant son consort et roi, était une ombre constante de chaleur à ses côtés. Leur lien était devenu le fondement d'une nouvelle ère, un règne unifié qui intégrait l'héritage Montemayor dans la hiérarchie lycanthrope. Les loups noirs, qui symbolisaient autrefois l'isolement du roi, jouaient maintenant au pied d'une reine qui parlait leur langage d'instinct. Paloma sentit le pouls constant et rythmé du royaume, une énergie saine et vibrante qui reflétait l'équilibre qu'ils avaient trouvé ensemble. Le lien ancestral n'était plus une source de douleur, mais une promesse d'un avenir qui ne serait plus jamais brisé par la trahison. Alors que le soleil commençait à se coucher sur les pics des montagnes, projetant une longue lumière dorée à travers les fenêtres de la salle ancestrale, Paloma regarda la marque en croissant de lune sur son épaule. Elle ne brûlait, ni ne pulsait plus. Elle faisait partie d'elle, une carte argentée de là où elle avait été, et où elle allait. Elle sentit la main du souverain sur sa taille, sa chaleur un rappel constant du lien de l'âme qui les avait sauvés tous les deux. Son intuition, maintenant un guide sage et constant, lui dit que même s'il y aurait toujours des ombres, elle ne suffirait plus jamais à éteindre la lumière qu'ils avaient créée. La mendiante du marché était un souvenir, et la princesse de la dynastie perdue était une reine dont l'empathie résonnerait à travers les âges. L'histoire de l'orpheline et du roi n'était plus une légende de deuil, mais un témoignage du pouvoir d'un lien qui pouvait unir l'impossible. Ils avaient affronté le vide, et en étaient revenus plus forts, leurs fréquences entrelacées,
dans une symphonie qui garderait le royaume pour les générations à venir. Alors que l'air du soir se remplissait de l'arôme de pain et de paix, Paloma ferma les yeux, sentant le battement de cœur collectif de son monde, et pour la première fois de sa vie, elle se sentit absolument et indéniablement chez elle. Nous espérons que cette légende du destin et du pouvoir d'un lien d'âme a résonné dans votre propre cœur, tout comme elle l'a fait dans les salles de la forteresse royale. Si vous avez été ému par le voyage de Paloma et Emiliano, nous vous invitons à faire partie de notre monde. Selon vous, quelle est la véritable force d'un lien qui peut unir deux mondes différents? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, car chaque voix aide à tisser la toile de notre communauté. L'univers des rois lycanthropes est vaste et ancien, et une autre légende de pouvoir et d'amour attend d'être découverte dès maintenant. Continuez votre voyage avec nous et soyez témoins du prochain conte de magie et de transformation.